Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Aurora, dirigée par Michel Bernard. Complexité, incertitude et nouvelles humanités. Dans un monde incertain, qui accouche difficilement de plus d'humanité et selon certains de moins en moins. Dans un monde où les périls sont bien plus étudiés que les possibilités. Dans un monde qui fourmille d'expériences originales, qui produit tant de lueurs d'espoir, il convient de valoriser des chercheurs, des praticiens-chercheurs, des praticiens, nouveaux aventuriers des temps actuels et à venir. Cette collection accueille des auteurs qui essaient, explorent, s'autorisent, pensent autrement, agissent. Ils viennent du monde entier et dans un premier temps, outre de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Des ouvrages le plus accessibles possible qui allient exigence, esprit de recherche, nouveaux horizons, nouvelles pensées, nouveau agir. Le thème de l'éducation sera toujours sous-jacent, car selon beaucoup de voix du XXe siècle, comme celle de George Friedman, l'éducation véritable, son succès ou son échec, commande le devenir de l'humanité. Ce thème, dans sa conception spécifique par rapport à l'enseignement et à la formation, sera toujours contextualisé et ouvert sur l'histoire de l'humanité. Dernière parution. Michel Bernard, Université pour le XXIe siècle, un guide personnel, 2022. Alain Bouvier, sur l'école à la française. Propos d'un Mockingbird, 2021. Sylvie Carsanti, Belles histoires. Éducation et solidarité dans des projets collectifs, 2021. Michel Bernard, Quelle université pour le XXIe siècle, 2021. Eduardo Almeida Acosta et Natalia Gomez, dire Développement humain et courage communautaire, 2020. Dominique Thierry, dire Ces bénévoles constructeurs de démocratie contributive, 2020. Avant-propos. En écho avec ce qui s'est passé dans les autres pays, mon récent livre sur le système éducatif français face à la crise sanitaire relate avec ironie et moult précision les principaux faits survenus au sein de ce si particulier secteur. Il décrit les 18 premiers mois de cette période extraordinaire et loin d'être achevée. Quand le sera-t-elle ? Qui peut le dire ? Alors, sachant cela, à quoi l'école française doit-elle se préparer activement dans ce contexte rapidement évolutif ? En septembre 2021, je pensais que le chant du Mockingbird employé dans mon ouvrage auquel je viens de faire référence allait pouvoir s'arrêter là. La messe est dite, croyais-je à tort. J'espérais que sans exception, le milieu enseignant depuis chaque classe jusqu'au ministre, allait tirer les leçons nécessaires des nombreux et tristes constats faits chaque jour pendant cette crise révélatrice du fonctionnement de l'école à la française, ou plutôt disons-le de ses dysfonctionnements majeurs. Ils furent mis violemment sous les projecteurs par ces événements hors du commun. Hélas, je dois reconnaître que rien de tel ne s'est produit puisqu'aucune leçon n'en a été tirée. Je me trouve un peu ingénu d'avoir pu le croire possible. Au sens de la théorie des organisations, notre école n'est pas apprenante. La preuve, aucune leçon collective n'a été tirée de cette longue crise toujours en cours, alors que sur le terrain certains naïfs font semblant de croire qu'elle est finie ou presque et que dès à présent, comme ils l'espèrent vivement depuis 2 ans, on peut sans risque enfin revenir à ce qu'ils nomment l'école d'avant. Durant cette longue période, à travers la trentaine de phases successives de la crise, on a assisté non pas à du comique de répétition, ce n'est pas du fait d'eau, mais à un triste rabâchage des mêmes et affligeantes attitudes qui prêtent seulement à rire par dépit. Il vaut mieux s'en amuser que d'en pleurer, et c'est ce que je fais dans ce petit essai irrévérencieux qui décrit d'abord le moment présent, puis évoque ce que pourrait être, selon moi, le futur immédiat de l'école en France. Paradoxalement dans l'Hexagone, les professionnels de l'enseignement, chargés d'une noble mission par la nation et payés par nos impôts afin d'assurer l'éducation et les apprentissages de notre belle jeunesse, ne semblent pas capables de pratiquer un réel travail collaboratif comme cela se rencontre dans d'autres professions ou d'autres pays, ce qui pourtant leur permettrait d'apprendre collectivement de la crise. Pour le moins, et sauf les innovateurs engagés, ils n'en manifestent pas le désir. Sans doute sont-ils anesthésiés par leur furieuse envie de retour à l'école du passé. Je ne discerne aucun signe patent indiquant une volonté collective d'inventer le futur. Si elle existe, elle s'avère indiscernable. Je regrette cette faiblesse intellectuelle de la corporation enseignante française. Ce n'est assurément pas seulement affaire de compétences,
puisque les professeurs de notre pays sont hautement qualifiés d'un point de vue universitaire. En revanche, ils ne le sont absolument pas en termes de formation professionnelle. En France, celle-ci est absente et je ne doute pas un instant que c'est là que le bât blesse le plus. À l'image de son ministre, le corps enseignant n'agit nullement afin de penser collectivement le futur. Je reviendrai donc sur ce sujet de première importance dans les derniers chapitres de cet essai. Dans le vacarme assourdissant du silence actuel de la profession que je considère comme tristement coupable, j'ai donc pensé qu'il était pertinent que le chant ironique du Mockingbird se poursuive sous la forme de ce petit texte très personnel. Mon ouvrage précédent cité plus haut a capitalisé de nombreux faits notables, qui ne sont contestés par personne sauf par quelques idéologues, car ils sont facilement vérifiables et largement connus du grand public. Ils ont soulevé et soulèvent encore la passion, au sens littéral du terme, de certains lecteurs et ont souvent, comme je l'espérais, provoqué leur rire, mais un peu affligés m'ont-ils dit dans de sympathiques messages. Je les comprends, je le suis moi aussi autant qu'eux, voire plus encore. Pour éclairer les propos du texte présent, j'ai d'abord voulu éviter les redites par rapport à mon précédent livre. Chaque fois que cela sera nécessaire, je renverrai les lecteurs à celui-ci afin qu'ils puissent y trouver d'utiles exemples et des précisions concernant mon présent propos. J'avais conçu mon précédent ouvrage pour faire parler l'édifiante chronologie de la crise sanitaire en France, sur 18 mois, à travers ses contrastes et des confirmations souvent hélas, de faits affligeants et mis en évidence. Inutile donc de le refaire ici. Dans le même esprit ironique, cet essai présente d'abord le moment présent, à travers des éléments utiles pour amorcer un bilan qui restera à faire puis à approfondir sans cesse, mais plus tard, le temps n'en est pas encore venu. Néanmoins, dans une seconde partie, je tente d'envisager le futur proche et je me risque à imaginer à quoi pourrait ressembler l'école française dans les prochains mois et années si elle décide enfin de s'emparer de la conduite de ces évolutions. En conséquence, le ton des deux parties de cet essai diffère un peu puisque dans la seconde, dépassant les simples constats de la première, je me risque à formuler en petit nombre des pistes pour le futur immédiat de l'école française. Considérant que mon âge m'y autorise, dans ce modeste essai, je suis plus préoccupé d'exprimer mon opinion que d'apporter de nombreux éléments factuels qui n'auraient fait que confirmer tous ceux de mon précédent livre. Je laisse le soin à de futures études et à des recherches de faire cela. Je me suis donc placé sur un registre personnel. Je laisse donc le Mockingbird poursuivre son chant sur l'école à la française, en observant sa gestion pédagogique pendant 2 années, à travers les plus récentes évolutions de la crise de la Covid-19. Pour dire vrai, en tant que professeur en sciences de gestion, je ne sais pas si le terme gestion convient ici. En fait, j'en doute beaucoup, ou alors c'est une nouvelle catégorie qui s'est créée, celle de gestion anarchique. Malgré leur statut censé garantir l'uniformité de l'action collective en tout lieu sur la totalité du territoire national, indépendamment des directives ministérielles, les acteurs ont adopté des comportements infiniment variés, ce qui me semble en soi très positif, battant en brèche l'uniformité formelle de façade, même pas réduite comme très souvent à sa seule et illusoire apparence. Au point où nous en sommes en avril 2022, je crains beaucoup que le système éducatif français n'ait rien appris de la crise sanitaire, comme le résume et le montre la première partie de cet essai. C'est tristement édifiant. Nous tentons dans la seconde, d'imaginer à quoi peut ressembler notre école dans un futur proche si les professionnels concernés et la société décident de s'y employer conjointement. Pour résumer, dans ce texte ma philosophie est simple, peut-être un peu simpliste. Même déplaisante, seule la vérité est éclairante. Alors tout en disant ce qui doit l'être, quand c'est profondément triste mieux vaut tenter d'en rire comme je le fais. Le présent. L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Boris Vian. 1. Les non-retours d'expérience. En France, depuis février 2020, la Covid-19 est là avec ses graves, lourdes et multiples conséquences pour le système éducatif. Après 2 rentrées scolaires successives annoncées comme normales par le ministre, mais qui ne l'ont pas été, celle de septembre 2022 s'en approchera peut-être plus. Nous verrons bien ce qu'il en sera quand l'automne approchera. L'important sera alors de s'interroger sur le sens à donner à ce terme normal, surtout après plus de 2 années d'une telle crise sanitaire.
Ce temps long relègue à un passé un peu lointain cette fameuse école d'hier. Elle ne semble plus qu'un fantasme et un élément de discours comme le disent les communicants. Certes, le train à vapeur avait un charme indéniable et correspondait bien à son époque, mais de nouveaux moyens de locomotion, comme le TGV, l'ont désormais remisé dans quelques musées des transports. Il est encore parfois présent sur des lignes charmantes, poétiques, désuètes, en zone rurale ou de moyenne montagne, en très petit nombre, ouvertes l'été pour l'attrait des touristes et le bonheur des enfants et des familles. Il en va de même pour l'école. Dans mon récent livre, en donnant les dates avec précision, j'ai distingué pour le système scolaire français une vingtaine de périodes différentes qui se succédèrent à partir de mars 2020, pendant les 18 mois que j'ai placés, non pas sous un microscope, mais sous un puissant scanner. La crise permettait soudain, et rend encore possible, de discerner ce qui jusque-là pouvait difficilement se voir à l'œil nu, car très soigneusement enfoui par le système sous des monceaux de tapis, depuis des lustres parfois. Après la publication de mon ouvrage en octobre 2021, de nouvelles séquences se sont ajoutées à celles décrites et d'autres arrivent encore. Malgré leurs enchaînements incessants, leurs échecs successifs, les piètres résultats obtenus et bien que dissemblables, toutes ont eu un remarquable, surprenant, inattendu et incroyable point commun. Aucune ne fut préparée, pas même les plus récentes, ni d'ailleurs la prochaine à venir. Tout se passe comme si le système dans son intégralité refusait d'apprendre collectivement de son action et de ses erreurs, comme s'il renonçait à progresser, semblant se satisfaire d'une relative médiocrité lorsqu'on le compare à certains autres pays. En gros, nous le savons, nous sommes autour du 25e rang mondial dans les différentes enquêtes internationales, mais parfois à un rang encore plus affligeant. Par exemple, nous savons que notre pire classement porte sur l'équité. Par les débats qu'elle génère, l'élection présidentielle et l'élection législative contribuent à poser publiquement des questions cruciales sur notre école et à formuler des propositions, à travers une légitime vue toujours à préciser, voire à redéfinir, de ce très singulier système éducatif, qui me fait évoquer l'école à la française, dans le titre de mon dernier livre pour bien noter sa singularité. Alors que l'école est le premier service public de proximité, curieusement, au sein de l'éducation nationale, aucun besoin ne semble ressenti de pratiquer des retours d'expérience, ces rétextes qui, en France, sont fréquents dans d'autres domaines de l'action publique, notamment dans le secteur de la santé. Pour l'éducation, pendant 2 ans, des expérimentations sauvages, au sens où ce terme s'emploie parfois en sciences humaines et sociales pour des expérimentations non préparées et non formalisées, se sont enchaînées et s'enchaînent encore les unes aux autres, mais sans aucun recul local ou national. En bref, sans aucun apprentissage collectif. Nous l'avons dit, au sens de la théorie des organisations, l'école n'est donc pas une organisation apprenante. N'est-ce pas étrange et même inexplicable ? Les enseignants ne sont-ils pas formés à Bac+5 ? Aujourd'hui certains ont même 2 masters et d'autres une thèse. Alors, à quoi bon ? Et leur encadrement, chef d'établissement, inspecteur, bien discret en la matière, à quel niveau est-il formé ? Quant au ministre, durant cette période, il a empiriquement découvert que politique et action publique font difficilement bon ménage. Dans un très récent rapport sénatorial du 23 février 2022 concernant le bilan de l'action de Jean-Michel Blanquer, il est écrit « La mise en œuvre des réformes donne l'impression d'une politique publique menée dans la précipitation, à la mise en œuvre mal accompagnée. » Cruellement pour lui, ce texte porté par des parlementaires de différents partis politiques parle de navigation à vue. Pour ma part, je dirais que le point faible le plus manifeste de l'ensemble de l'action du ministre est son manque de suivi des multiples mesures arrêtées, en très grand nombre et à vive allure, pendant 5 ans, à un rythme seulement un peu moindre durant les 2 années de la crise sanitaire, mais qui se sera poursuivi jusqu'à la fin du quinquennat. Clairement, c'est sa marque. Peut-on dire que la quantité des décisions et micro-décisions nuit à la qualité de l'action conduite ? Cela y ressemble. Assurément, elle est un obstacle à un suivi attentif et pourtant bien nécessaire des multiples décisions prises. Le nouveau gouvernement devra en tirer la leçon. Depuis février 2020, le ministre et sa technostructure n'ont donc jamais ouvertement anticipé quoi que ce soit, sauf peut-être dans le secret du cabinet, ce lieu mythique. Qui sait ce qui s'y passait réellement ? Sans exagération, on peut dire qu'il y eut pendant cette longue période de 2 ans, une totale déconcentration de la non-préparation,
justifiée par une étrange culture de l'empirisme poussée à l'extrême. Sur ce plan, le terrain et le sommet furent en phase. Plus surprenant encore, cela se poursuit toujours, malgré les nombreuses alertes formulées par les uns et par les autres, notamment par les syndicats des chefs d'établissements scolaires du public comme du privé. Pourtant, ils sont connus pour être raisonnables et de bons conseils car expérimentés, connaissant bien les réalités du terrain, la difficulté du management de leurs établissements et la variété des situations locales. Comme dans la majorité des pays, la surprenante et apparente résilience du système scolaire français, relevée après coup, pose la question des facteurs qui ont contribué à ce fonctionnement qui s'est avéré, au niveau de l'ensemble, presque satisfaisant. Certes, tout est relatif, j'en conviens. Il n'est pas évident de discerner ce qui a permis cette résilience. Même en temps ordinaire, les liens entre les registres administratifs, sous contrôle ou presque car facilement contrôlables, et pédagogiques, plus difficiles à cerner, n'ont jamais rien d'assuré. Dans le cas présent, on peut sans doute considérer que la résilience observée, comme dans de nombreux pays, est surtout la conséquence de l'engagement individuel d'une large partie des acteurs sur le terrain. On peut être plus précis en reprenant des expressions introduites dans mon dernier livre. Ce résultat final est le fruit de l'action de ce que je nomme son conséquent ventre mou, en gros la moitié des effectifs enseignants qui ont assuré le job sans enthousiasme, entraînés par de dynamiques innovateurs engagés, un quart des effectifs, malgré les statucologues, un autre quart qui freinait des deux pieds pour que rien de nouveau ne soit fait, aidés en cela par d'habiles profiteurs d'occasion, les enseignants perdus de vue, bel euphémisme, dont on ignore le nombre précis. Dans ce milieu professionnel, si on le connaît, difficile quand on ne le cherche pas, on ne le dit pas. Il faut aller arracher de telles informations auprès de ceux qui acceptent de parler de cet embarrassant sujet, qu'ils estiment comme moi, déshonorant pour la profession. Tout cela, hélas, nous le savons trop bien. Cela m'a profondément affligé. Assurément, ce que j'ai vu alors trop souvent sur le terrain, ou ce qui m'était rapporté par diverses sources très hétérogènes émanant du territoire national, ne correspondait pas à l'école de mes rêves, à une certaine école de la République. En fait, cette dernière expression valise, employée à tout propos, mériterait d'être reprécisée. Bien affadie, je crains qu'elle ne serve plus qu'à masquer des défaillances. Il s'agit seulement de mots employés pour dissimuler la triste réalité des actions. Bien sûr, ce n'est qu'une opinion personnelle que des recherches pourront invalider, mais je doute sérieusement qu'elles y arrivent, hormis celles profondément idéologiques comme il en existe parfois en sciences sociales où la réponse apportée est déjà dans la question posée. 2. Le choc d'Ibiza, puis une rentrée scolaire cacophonique. En évoquant le sujet de ce micro-événement déroulé à Ibiza, aux conséquences immédiates spectaculaires mais sans doute déjà atténuées, je vais tenter d'éviter de tirer sur une ambulance et seulement en dégager quelques leçons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.